Allez, chers téléspectateurs, on se retrouve une fois encore aujourd'hui pour découvrir un événement ayant marqué l'humanité. Alors, dans la nuit du 12 au 13 août 1961, est érigé en plein Berlin, en Allemagne bien sûr, ce qui deviendra l'un des symboles physiques de la guerre froide, le mur de Berlin. Pendant presque 30 ans, c'est non seulement la capitale allemande, mais le pays, l'Europe et le monde lui-même que va scinder en deux le Berliner Mur. C'est un mur que les Allemands de l'Est n'auront de cesse de tenter de franchir au péril de leur vie et qui ne sera abattu qu'en 1989 avec l'affaiblissement de l'Union soviétique et la politique de libéralisation conduite par Gorbatchev. Emblème d'un monde bipolaire au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et alors que l'Union européenne célèbre cette année l'anniversaire de sa chute, le mur de Berlin est une page de l'histoire à lui tout seul. Pourquoi a-t-il été construit? Vous vous posez la question. Comment les Berlinois ont-ils vécu l'édification d'un tel rempart? Comment l'Allemagne a-t-elle finalement accédé à sa réunification? Retour sur 30 ans de faits pas si lointains. Chers téléspectateurs, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale qui a fini dans les années 1945, l'Allemagne se retrouve divisée en 4 zones d'occupation. L'Allemagne, autrefois dominée par les nazis, conduit par Adolf Hitler. Alors, si on devrait parler de ces zones, de ces 4, on va citer une zone soviétique, une zone britannique, une zone américaine et une zone française. Ce découpage fait suite à l'accord conclu entre les alliés vainqueurs en février 1945 à Yalta. La ville de Berlin, située au cœur de la zone d'occupation soviétique, se retrouve également divisée en 4. L'armée soviétique laisse aux Occidentaux l'ensemble de la zone ouest de la capitale. Le secteur est représente de son côté 409 km², soit 45,6% de la superficie de la ville. La capitale allemande devient très vite un enjeu majeur de la guerre froide qui s'engage dès la fin des hostilités le 8 mai 1945. Le 19 mars 1948, en suspendant sa participation au Conseil de contrôle des Alliés et du commandement interallié, l'Union soviétique rompt la coopération entre les forces alliées occupantes. Elle n'a dès lors de cesse d'essayer de gêner, j'allais dire, les communications entre les Occidentaux et Berlin-Ouest. Du 24 juillet 1948 au 12 mai 1949, Staline instaure le blocus de Berlin, entravant tout transit entre l'Allemagne de l'Ouest et Berlin-Ouest, qui survivra à coup sûr grâce au pont aérien mis en place par les États-Unis. En 1949 a été créée la République fédérale d'Allemagne, RFA, regroupant les zones américaines, britanniques et françaises. Ce sont les alliés, bien sûr. Peu de temps après, l'Union soviétique crée la République démocratique d'Allemagne, RDA. Cela voudra dire qu'un seul pays avec 2 sous-pays, si on peut le dire comme ça, formalisant donc la séparation de Berlin en 2 entités distinctes. Même si la ville reste officiellement une zone démilitarisée, c'est à cette période que les Allemands de l'Est commencent à émigrer massivement vers l'Ouest. Leurs raisons sont politiques, respect des libertés individuelles comme économiques, salaire élevé, croissance. En 10 ans, ils seront des milliers à prendre cette décision. Un mouvement qui fera dire à Willy Brandt, futur chancelier alors maire de Berlin-Ouest,
que les Allemands votent avec leurs pièces. La construction du mur de Berlin va changer, il faut le dire, pour plusieurs années, le visage de la capitale allemande. Et la circulation entre Berlin-Ouest et Berlin-Est va devenir peu à peu impossible, chers téléspectateurs. Dès 1952, le passage de la RDA vers la RFA était limité et contrôlé. Les Berlinois de l'Est pouvaient cependant encore se rendre à l'Ouest pour travailler ou en visite à condition d'utiliser l'un des 81 points de passage existants. Dès le 13 août 1961, 69 d'entre eux sont fermés. Le 14 août, c'est la porte de Brandenburg qui est à son tour fermée, suivie de 14 autres points de passage. Le mur intra-urbain qui sépare Berlin-Ouest et Berlin-Est atteint au final une longueur totale de, tenez-vous bien, 43,1 km seulement. La partie du dispositif qui sépare Berlin-Est et Berlin-Ouest comprend 111 km,9 et la Potsdamer Platz en plein cœur de Berlin se retrouve quant à elle, coupée en deux. Et le centre historique de la capitale finit par se vider, tout à fait composé désormais d'un no man's land entre les murs de séparation à l'est et d'un terrain vague à l'ouest. Au-delà des répercussions politiques de la construction du mur qui devient dès 1961 le symbole de la guerre froide dans le monde entier, c'est la vie de toute une population qui va être bouleversée. Ce matin d'août 1961, 63 000 Berlinois de l'Est perdent leurs emplois à l'Ouest. 10 000 de l'Ouest perdent leur emploi à Berlin-Est et ce sont également des milliers de familles qui se sont séparées pendant plus de 20 ans. Ce que j'aimerais expliquer par là, chers téléspectateurs, c'est que vous avez un pays qui, du jour au lendemain, est séparé en deux, laissant les familles séparées, perdre les emplois et autres. Alors, à l'image des deux parties de la capitale, on va connaître une évolution bien différente. Ainsi, alors que Berlin-Ouest se modernise, Berlin-Est perd peu à peu son animation. Sur le plan architectural, culturel, culinaire, un gouffre se creuse entre l'Est et l'Ouest d'un même pays. L'Est prend sous le joug communiste un retard économique qu'il mettra des années plus tard à rattraper. La fin des années 1980 est marquée en URSS et dans plusieurs États de l'Europe de l'Est par un vent de changement. En 1989, 4 ans après l'arrivée de Mikhail Gorbatchev à la tête de l'Union soviétique, la Hongrie ouvre son rideau de fer et la Pologne en nomma à sa tête Tadeusz Mazowiecki, membre du syndicat Solidarność. S'achemine donc vers la démocratie. Mais en RDA, le gouvernement d'Erich Honecker s'oppose en toute libéralisation. Durant l'été 1989, sous le prétexte de partir en vacances en Hongrie, 25 000 Allemands de l'Est rejoignent alors la RFA en profitant des frontières ouvertes en Hongrie et en Tchécoslovaquie. En RDA, l'opposition au régime prend de l'ampleur, notamment à travers de nombreuses manifestations comme le 2 octobre à Leipzig, où 20 000 personnes descendent dans la rue. Le Parti communiste tente alors de reprendre la main en se rénovant. Mais les manifestations continuent. Le 7 octobre, le passage à Berlin-Est pour le 40e anniversaire de la création de la RDA, le président de l'Union soviétique, Mikhail Gorbatchev, indique aux dirigeants de la RDA que le recours à la répression armée est exclu. La nuit du 9 novembre est une nuit historique dans l'histoire de l'Allemagne, en Europe et même dans le monde entier. C'est en effet cette nuit-là que l'inévitable est venu. Le mur de Berlin est ouvert, permettant
aux Allemands de l'Est de passer à l'Ouest. Des familles qui se retrouvent enfin et marquant le début de la chute du rideau de fer et la fin de la bipolarisation du monde. Bien que les causes profondes de la chute du mur de Berlin soient multiples, c'est une déclaration prématurée d'un membre de SED, parti politique de la RDA, qui semble l'avoir précipité. Le 9 novembre 1989, Gunther Schabowski accorde une conférence de presse retransmise en direct par la télévision du centre de presse de Berlin-Est à une heure de grande écoute. Il y déclare que les voyages privés vers l'étranger peuvent être autorisés sans présentation de justificatif, motif du voyage ou lien de famille. Et à une question d'un journaliste sur la date d'entrée en vigueur de cette nouvelle disposition, répond immédiatement. Or, celle-ci est extraite d'un projet de décision de Conseil des ministres qui ne devrait être communiqué que le lendemain et qui, pensaient les autorités de la RDA, suffirait à satisfaire la population sans provoquer le mouvement de foule. Or, la nouvelle amène plusieurs milliers de Berlinois à se presser aux postes frontières situés le long du mur. C'est ainsi que le pont de passage de Bonbemmer Streb est ouvert peu après 23 heures, suivi d'autres points de passage tant à Berlin qu'à la frontière avec la RFA, marquant ainsi la chute du mur de Berlin dans la nuit du jeudi 9 au vendredi 10 novembre 1989. Cet événement reste marqué chez les téléspectateurs dans l'histoire allemande sous le nom de Die Wende, le tournant. Dès le 9 novembre, les Berlinois entament la destruction totale du mur. Présents à Berlin, les violcellistes virtuoses Multilave, qui avaient dû s'exiler à l'ouest pour ses prises en position en URSS, vient encourager les démolisseurs en jouant du violoncelle au pied du mur. La photographie de cet événement deviendra célèbre et sera l'un des symboles de la chute du bloc communiste en Europe. Cependant, les réactions de la population berlinoise sont surtout visibles le lendemain. Des files de voitures s'embouteillent en direction de l'ouest et une véritable marée humaine se presse après la porte de Brandebourg. Sur et autour du mur, l'événement fait bien sur la une de la presse internationale et les réactions se multiplient. Face au gouffre économique entre les deux Allemands, il faut le dire, le chancelier de la RFA annonce dès le 28 novembre 1989 un plan de 10 points visant la réunification des deux Allemagnes. Ainsi, le 12 septembre 1990, moins d'un an après la chute du mur de Berlin, est signé le traité de Moscou qui rend sa pleine souveraineté à l'Allemagne. Et le 3 octobre de la même année, les deux Allemagnes, RFA et RD et RDA, sont officiellement réunifiées. Mais pour finir, chers téléspectateurs, je dois vous briefer sur les conséquences de cet événement. Il faut dire que la chute du mur de Berlin et des événements antérieurs de l'année 1989 dépassent largement les frontières allemandes. Ceci entraîne en effet le démantèlement de l'Empire soviétique. À Prague, la révolution de velours met fin également au communisme. À Bulgarie, le Staline Todor Zhivkov doit accepter son remplacement par un communiste plus ouvert, Petar Mdenov. En Roumanie, un autre également est éliminé plus violemment en 1989. Et en Union soviétique, les États baltes proclament leur indépendance en mars et en mai 1990. Et il faut dire, c'est en cette année également qu'on a connu la plupart de certains pays en Afrique la voie pour la démocratie. Ou au Bénin, on a assisté en février 1990 la conférence des forces vives de la nation qui a accouché une
grande démocratie où le Bénin aujourd'hui fait partie des pays démocratiques. Chers téléspectateurs, c'est la fin de Bon à savoir où nous avons évoqué l'événement de la chute du mur de Berlin. J'espère que vous avez pris du plaisir à nous suivre. On se retrouve encore dans un autre numéro de Bon à savoir. À bientôt.